Salut, bienvenue à la 5e partie. Nous avons décrit le processus par lequel les étoiles assemblent l'hydrogène initial du Big Bang en éléments plus lourds. Mais à la fin de l'évolution des étoiles, nous avions dû faire la distinction entre les étoiles peu massives, comme notre Soleil, et les étoiles très massives. Alors parlons maintenant de la mort d'une étoile massive. Dans le cas des étoiles massives, leur formation et leur évolution ressemblent à celles des petites étoiles, sauf que les étapes sont plus rapides. Et bien sûr, ces étoiles ont une masse suffisante pour que la gravité puisse comprimer leur centre de carbone. La température peut alors atteindre les 600 millions de degrés Kelvin requis pour fusionner le carbone en éléments plus lourds. À de telles températures, les cycles de compression et de stabilité se succèdent de plus en plus vite. Les couches de l'étoile finissent par ressembler à celles d'un oignon où le centre produit les éléments très lourds, comme le néon, le magnésium, le silicium et ainsi de suite, et les couches intermédiaires continuent de produire l'hélium, le carbone et l'oxygène. Pendant ce temps, le fer, élément très complexe comprenant 26 protons et 30 neutrons, pendant ce temps, le fer s'accumule patiemment au centre. Répétons encore une fois que les cycles des étoiles supermassives sont beaucoup plus rapides que pour notre Soleil. Une étoile contenant environ 20 fois la masse de notre Soleil épuisera son hydrogène de la 7e étape en moins de 10 millions d'années, alors qu'il en faut 10 milliards pour notre Soleil. L'étoile brûle alors son hélium en carbone pendant 1 million d'années, le carbone pendant 1000 ans, l'oxygène pendant 1 an, le silicium pendant 1 semaine et le fer pendant moins de 24 heures. L'élément le plus lourd retrouvé dans la nature est l'uranium, qui est produit dans les derniers instants d'une étoile supermassive. Au-delà de l'uranium, les éléments produits sont trop instables pour durer très longtemps. Lorsqu'arrive le temps de fusionner le fer à des températures de milliards de degrés Kelvin, le fer joue un mauvais tour au cœur de l'étoile. À partir des éléments très lourds, comme le fer, les noyaux sont si complexes et compacts que la fusion ne génère pas de chaleur. Pire encore, la fusion de fer absorbe la chaleur. C'est un peu comme si le cœur de l'étoile devenait un extincteur. Alors, au lieu de pousser la matière vers l'extérieur par la chaleur, le noyau se trouve alors à aspirer la matière en se refroidissant brusquement et très rapidement. Pendant quelques heures, l'étoile se met alors à imploser. La densité du centre augmente en flèche et toute la matière se cogne violemment. Puis, elle rebondit instantanément en faisant éclater le centre de l'étoile avec une force incroyable. L'explosion qui signe l'arrêt de mort d'une étoile supermassive est un des événements les plus violents de l'univers et elle porte le nom de supernova. Comme pour les nébuleuses planétaires, le mot peut porter à confusion à cause du mot latin nova, qui signifie nouveau. Quelques-uns de nos ancêtres du Moyen Âge européen avaient cru assister à la naissance d'une étoile. Il s'agit bien de la mort d'une étoile. Cette fin n'a rien à voir avec les paisibles nébuleuses planétaires des naines blanches, qui, rappelons-le, n'ont rien à voir avec la naissance des planètes. Lors d'une supernova, les couches externes et une partie du noyau de l'étoile supermassive sont éjectées à des vitesses atteignant des millions de kilomètres par heure. Et l'intensité de l'explosion est 1 milliard de fois plus lumineuse que notre Soleil. En quelques heures, l'environnement de l'étoile se trouve intensément irradié et les débris volent dans toutes les directions. Une supernova observée par des astronomes en Asie, vers 1054 de notre ère, a été décrite comme un objet lumineux équivalent à la Lune pendant la nuit. On pouvait même voir sa lumière en plein jour. Des gravures laissées par des Autochtones d'Amérique du Nord, donc dans le sud-ouest américain, pourraient être des représentations de cet événement. Nous avons observé les vestiges d'autres supernovas dans notre galaxie, qui se seraient produits il y a plusieurs milliers d'années. Qui sait quelles influences elles ont joué dans notre perception et notre fascination pour le ciel étoilé? Nous en avons documenté environ 6 depuis le dernier millénaire, mais il dut y en avoir un peu plus qui n'ont simplement pas été documentés. La violence d'un événement comme une supernova aurait de graves conséquences pour la vie sur Terre si elle se produisait chez une de nos étoiles voisines. Les explosions documentées se sont produites à plus de 300 années-lumière de distance, ce qui est une bonne distance sécuritaire pour observer le phénomène. Mais les scientifiques estiment qu'une supernova pourrait se produire à chaque demi-milliard d'années, à moins de 30 années-lumière de la Terre. Pour le moment, heureusement,
nous n'avons pas observé d'étoiles voisines suffisamment massives pour exploser en supernova, du moins pas pour bientôt, et toutes nos voisines devraient terminer leur existence en naine blanche. Le noyau des étoiles supermassives, qui reste après l'explosion, devient une étoile à neutrons. La matière lourde qui s'est faite ultra comprimée dans les derniers instants de l'étoile s'est liée aux électrons, qui n'avaient pas participé aux réactions nucléaires jusqu'ici. Alors, lorsqu'un électron de charge négative se fusionne à un proton de charge positive, le résultat est un neutron de charge électromagnétique neutre. L'explosion produit aussi une quantité astronomique de neutrinos, qui quittent aussitôt l'étoile à la vitesse de la lumière. Le résultat est appelé une étoile à neutrons, bien qu'il ne s'agisse plus d'une étoile. Autrement dit, les réactions nucléaires ont cessé. L'incroyable densité d'une étoile à neutrons se situe entre 10 à la 12 et 10 à la 15 grammes par centimètre cube, soit plusieurs dizaines de milliers de fois plus dense qu'une naine blanche hyper compacte. Et elles contiennent plusieurs fois la masse de notre Soleil dans un volume d'une dizaine de kilomètres de diamètre. En comparaison, la densité du nucléus d'un atome est d'environ 10 à la 14 grammes par centimètre cube. Donc une étoile à neutrons a une densité équivalente à celle d'un atome. Par la suite, l'étoile à neutrons se refroidit lentement. Même froid, ces objets ne pourraient pas être visités par un être humain. Une personne de 70 kg sur la Terre ne pourrait pas se tenir debout sur la surface de l'étoile car elle pèserait plus d'1 milliard de kilos et elle se ferait aplatir comme une feuille de papier par la gravité. Et n'oublions pas que la compression aura aussi considérablement amplifié le champ magnétique de l'étoile à neutrons. La force électromagnétique est 1000 milliards de fois plus puissante que la Terre. Et que dire de la rotation causée par la supernova qui fait tourner l'étoile extrêmement vite? Nous en avons observé ayant des intervalles de rotation d'environ 0,01 seconde. Donc, en général, ces objets tournent sur eux-mêmes entre 3 et 30 fois par seconde. C'est d'ailleurs à cause de leur rotation que nous en avons détecté quelques-unes. Ces étoiles émettent de la radiation radio qui nous parvient sous forme de pouls à cause de la rotation du jet qu'il émet. C'est ce qui a inspiré le nom que leur donnent les scientifiques, c'est-à-dire les pulsars. Grâce à leur petite taille, les pouls sont si réguliers et si précis qu'ils pourraient servir d'horloge. En théorie, les étoiles à neutrons sont stables, car malgré leur extrême densité, la gravité ne peut plus les comprimer plus loin. Il peut arriver cependant qu'une étoile suffisamment massive laisse derrière elle un noyau qui contienne assez de matière pour que la gravité écrase les noyaux atomiques pratiquement les uns dans les autres. Si la gravité est assez forte, elle serait théoriquement capable de comprimer la Terre en objets plus petits qu'une bactérie. En science, ce seuil existe. Autrement dit, au-delà d'une quantité suffisante de matière dans un volume assez petit, la gravité l'emporte sur tout, même sur la lumière. En général, la masse des photons est dite négligeable, mais ici, elle est suffisante pour qu'ils se fassent capturer eux aussi. À l'intérieur de ce champ gravitationnel, la matière et la lumière ne peuvent plus s'échapper, et il est pratiquement impossible d'obtenir de l'information sur ce qui se passe à l'intérieur. À toute fin pratique, ces étoiles supermassives forment un trou dans l'espace, une sorte de cul-de-sac d'où rien ne peut sortir. Nous les appelons les trous noirs. Alors, parlons un peu des trous noirs. Lorsqu'une étoile supermassive, disons 8 fois la masse de notre Soleil, lorsqu'une étoile supermassive explose en supernova, il peut arriver que le vestige du noyau de l'étoile contienne encore une masse équivalente à 3 fois notre Soleil. La formule mathématique pour la gravité implique que la distance fait diminuer très rapidement la force de gravité quand on s'éloigne d'un objet. Donc, inversement, la gravité augmente très vite quand on s'en approche. Si une telle quantité de matière est proche du centre, la force de gravité augmente de façon spectaculaire et elle peut comprimer la matière dans ce que les scientifiques appellent une singularité ou un trou noir. Le terme « vélocité critique » fait référence à la vitesse nécessaire pour qu'un objet s'échappe de la force de gravité d'un autre objet. Si l'on voulait propulser une balle dans l'espace, à partir de la Terre, il faudrait lancer cette balle à 11 km par seconde pour qu'elle ne retombe jamais. Par contre, si nous pouvions comprimer la Terre pour que la même matière occupe un volume plus petit, il faudrait alors lancer la balle avec plus de force pour qu'elle puisse s'échapper. Donc sans compression, il faut aller à 11 km par seconde pour quitter la Terre.
Si la Terre occupait 25 % de son volume actuel, il faudrait aller à 22 km par seconde. Et si la Terre occupait 0,1 % de son volume actuel, il faudrait aller à environ 700 km par seconde. Donc, plus la matière occupe un petit volume, plus il faut aller vite pour s'en échapper. Si la Terre occupait l'espace d'un dé à jouer, il faudrait aller à environ 300 000 km par seconde, soit la vitesse de la lumière. Et selon nos modèles scientifiques actuels, rien dans l'univers ne peut excéder la vitesse de la lumière. Si un être humain se faisait comprimer à moins de 10 à la moins 23 cm, c'est un volume plus petit qu'un proton, cet être humain disparaîtrait à jamais car la lumière qui l'approcherait ne pourrait plus ressortir. Au centre d'une étoile supermassive, la gravité joue le rôle d'un étau qui écrase la matière dans un tout petit volume. Et au-delà d'un seuil critique, la gravité l'emporte sur tout. Un noyau qui contiendrait 10 masses équivalentes à notre Soleil aurait un rayon de 30 km dans toutes les directions autour de lui. Et à l'intérieur de ce rayon, même la lumière ne pourrait s'échapper. Le seuil critique pour quitter le trou noir excède la vitesse de la lumière à l'intérieur de ce rayon, et pratiquement rien ne peut excéder la vitesse de la lumière. Cette frontière est appelée l'horizon critique. Mais cet horizon n'est pas la frontière du noyau. C'est la frontière du champ gravitationnel capable d'attraper la lumière. Donc c'est une sorte de barrière de communication, si on veut. À l'intérieur de ce champ, la gravité continue à comprimer la matière dans un très petit volume, soit une singularité unidimensionnelle. Évidemment, puisqu'il est impossible de savoir ce qui se passe à l'intérieur de l'horizon critique, nous n'avons que des théories basées sur nos connaissances actuelles. Et il existe peut-être une autre force capable de faire compétition à la gravité dans ces conditions extrêmes, mais nous ignorons si une telle force existe. Certains chercheurs tentent d'inventer la gravité quantique, mais ces théories restent incomplètes et contestables. Pour le moment, il faut accepter que le noyau implose complètement lors de la supernova, donc en moins d'une seconde, laissant derrière une région noire et opaque qui n'est plus un objet comme tel, mais un trou dans l'espace. En conséquence, les objets les plus compacts de l'univers sont invisibles. Certains voudraient voir les trous noirs comme des aspirateurs super puissants qui parcourent l'univers en avalant systématiquement tout sur leur passage. Au contraire, à l'extérieur de l'horizon critique, la gravité agit de la même manière que pour tous les autres objets dans l'espace. Donc il serait possible qu'un trou noir soit en orbite autour d'une autre étoile. En passant, les étoiles qui tournent autour des trous noirs sont facilement détectables parce qu'elles semblent clignoter en passant derrière le trou noir. C'est un peu comme un homme en tuxedo noir et une femme en robe blanche qui valseraient en tournant dans une pièce sombre. La femme disparaîtrait un instant en passant derrière son partenaire invisible, permettant ainsi à un observateur de deviner la présence de l'homme en tuxedo. En fait, un trou noir n'a ni plus ni moins de raison de se déplacer qu'un autre objet dans l'espace. Cela dit, les trous noirs accumulent de plus en plus de matière qui ne peut jamais s'échapper. Et peu à peu, avec le temps, cette accumulation fait augmenter le champ gravitationnel des trous noirs. Alors, que se passerait-il si un pauvre astronaute tombait dans un trou noir? La science-fiction nous laisse rêver à des voyages qui nous mèneraient aux quatre coins de l'univers, ou même dans des univers parallèles. Malheureusement, il ne resterait pas grand-chose de l'astronaute après le voyage. Imaginons que l'astronaute plonge les pieds en premier. En s'approchant, la gravité qui attire ses pieds serait toujours un peu plus forte que la gravité qui attire sa tête. Et à mesure qu'il s'approcherait du trou noir, cette différence d'attraction augmenterait et aurait au fait d'étirer le corps de plus en plus, jusqu'à ce que le corps se morcelle. Un scientifique avec un sens de l'humour a nommé ceci la spaghettification. Les objets qui tombent dans un trou noir se réchauffent. En tombant dans un trou noir, la matière se fait comprimer horizontalement pendant qu'elle s'étire verticalement. Et cette compression augmente les collisions entre atomes pendant qu'elle tournoie vers le centre d'un trou noir. La matière devient en fait si chaude que juste avant de pénétrer dans l'horizon critique, elle émet de la radiation thermique sous forme de rayons X. Et au-delà de l'horizon critique, cette radiation n'est plus détectable. Les trous noirs réchauffent donc leur environnement et nous pouvons détecter cette faible radiation. Avant de terminer sur les trous noirs, ajoutons que depuis quelques années, les scientifiques croient qu'il existe des trous noirs géants au centre des galaxies. Ils se seraient formés à partir des premières étoiles supermassives, donc environ 10 à 100 millions d'années après le Big Bang.
à cause de l'activité intense de la matière près du centre des galaxies, qui sont des gigantesques boules quasiment opaques d'étoiles et de gaz bouillants, il est difficile de voir à l'intérieur. Mais récemment, à l'aide d'infrarouges, nous avons détecté un énorme tourbillon si rapide qu'il devrait expulser la matière du centre de notre galaxie. Seule une force de gravité incroyable, disons un objet contenant 5 millions de fois la masse de notre Soleil. Donc seule cette gravité incroyable pourrait maintenir un tel vortex. Et le seul objet capable de contenir autant de matière à un endroit, selon nos connaissances actuelles, serait un trou noir. Nos observations des autres galaxies laissent croire que le même phénomène s'est produit ailleurs. Il est donc possible que des trous noirs géants se soient formés très tôt et aient joué un rôle dans la formation des galaxies. Les galaxies actives, où il y a énormément d'explosions et d'énergie dégagées par le centre, seraient peut-être explicables par la matière qui tombe vers un trou noir géant. Alors parlons maintenant de l'objet cosmique le plus énergique connu, c'est-à-dire le quasar. Alors, il s'agirait de trous noirs hypermassifs capables d'avaler une galaxie tout entière. Les quasars relâchent une énergie équivalente à une masse solaire par an. Évidemment, ce ne sont que des spéculations, mais les quasars seraient des trous noirs contenant une masse équivalente à celle d'une galaxie, c'est-à-dire plusieurs centaines de milliards de fois la masse de notre Soleil. Alors, les théories développées pour expliquer notre univers nous donnent l'impression d'être sur la bonne voie, car malgré certains résultats absurdes, comme des divisions par zéro quand nous arrivons au Big Bang, la suite des événements, après la fatidique 10 à la moins 43e seconde, peuvent être expliquées par des théories vérifiables. Si nous prenons la théorie des trous noirs hors contexte et que nous spéculons un peu avec la théorie de la relativité, il serait possible de créer un trou de verre, ou en anglais wormhole, c'est-à-dire une sorte de tunnel où le passage d'un bout à l'autre se fait instantanément, peu importe la distance entre les deux bouts, donc même s'ils sont à des points opposés de l'univers. En poussant la théorie plus loin, si l'on pouvait garder une extrémité d'un tel tunnel sur la Terre et que l'on fait voyager l'autre bout à très haute vitesse avant de revenir à son point de départ sur la Terre, la relativité nous dit que le temps, pour le bout qui a voyagé, est en retard par rapport au bout qui est resté immobile. Nous aurions donc entre les mains une machine à voyager dans le temps. Alors, pouvons-nous réellement voyager dans le temps? Tout ceci est hautement spéculatif. Pourtant, la théorie qui explique les trous noirs tient la route. Des chercheurs sérieux se sont demandé si nos lois de la physique ont pu être différentes au cours de l'évolution, et plus particulièrement peu de temps après le Big Bang. Les trois grandes constantes à la base de nos modèles sont la vitesse de la lumière, la constante de Planck et la constante de Newton. Alors, est-ce possible que la vitesse de la lumière ait ralenti, que les quantités d'énergie requises pour agir sur la matière aient été différentes, ou encore que la force de gravitation ait été plus faible ou plus forte? Est-ce que changer une constante change les autres? Devinez quoi? Certains astronomes disent que oui, d'autres disent que non. Les implications de modifier d'un poil une seule de ces trois constantes sont considérables. Nous avons de la difficulté à évaluer l'impact, mais la nouvelle constante ruinerait les conditions pour que les autres lois de la physique structurent le monde tel que nous le connaissons. Alors, depuis 13,7 milliards d'années, la matière est passée des particules élémentaires légères et chaotiques aux particules plus lourdes, comme les protons et les neutrons. Cependant, en ce qui concerne la matière lourde, comme le carbone et l'oxygène, nous devons constater qu'elle semble être un phénomène isolé, local, à l'intérieur même des galaxies seulement, c'est-à-dire là où la matière peut se condenser en étoiles supermassives. Sans cette matière lourde, nous ne serions pas ici. Oublions maintenant notre vaste univers et accélérons le temps jusqu'à la formation de notre propre système solaire. Alors, si l'on prenait la durée de notre univers, c'est-à-dire 13,7 milliards d'années, et que l'on compare cette durée à la vie d'un adolescent de 13 ans et demi, notre récit serait rendu autour de son 9e anniversaire. Notre système solaire était encore un nuage d'hydrogène il y a 4,6 milliards d'années. Depuis le Big Bang, il tournoyait paisiblement autour du centre de notre galaxie spirale, la Voie lactée. Le nom Voie lactée fait référence à la traînée d'étoiles d'un des bras de la spirale. Mais depuis le 20e siècle, nous savons maintenant que notre galaxie contient au moins 2 de ces bras d'étoiles. Les découvertes récentes penchent pour 2 bras, mais nous avons déjà cru qu'il y en avait plusieurs.
Nous leur avons même donné des noms, Norma, bras écu-croix, du Sagittaire, de Persée et du Cygne. Encore aujourd'hui, il existe de vastes nuages interstellaires autour de nous. Que s'est-il produit pour que notre partie de nuage se comprime tout à coup pour former une étoile et des planètes, et que ces planètes contiennent des éléments lourds, pourtant si rares dans l'univers? La présence même de ces éléments lourds sur la Terre et sur les autres planètes implique qu'une étoile supermassive, qui aurait explosé en supernova, y est pour quelque chose. Tel que démontré précédemment, il existe plusieurs scénarios pouvant décrire la compression d'un nuage qui engendre une étoile. Et il existe plusieurs scénarios pour expliquer comment d'autres objets, comme les planètes et les comètes, finissent par graviter autour d'une étoile. Mais la disposition et la composition de nos planètes impliquent qu'elles sont un sous-produit de la formation de notre Soleil, et non pas des captures par le Soleil après sa formation. Alors, la théorie généralement acceptée est la suivante. Il y a un peu plus de 4,6 milliards d'années, une étoile supermassive, relativement proche de notre nuage, aurait explosé en supernova, projetant ainsi une grande quantité d'éléments lourds dans l'espace. L'onde de choc de l'explosion est venue pousser notre fragment de nuage de façon à le condenser. À mesure que le nuage s'est comprimé, la matière s'est mise à tourner de plus en plus rapidement en formant un disque relativement plat autour de notre futur Soleil. Le long du disque, la matière qui n'a pas eu le temps de tomber vers le centre s'est agglutinée pour former les planètes. Les planètes rocheuses sont naturellement plus proches du Soleil parce que la matière lourde qui les compose était attirée plus rapidement vers le centre. Les planètes gazeuses, composées d'éléments plus légers, se sont formées plus loin du Soleil. Environ 99% de la matière initiale s'est retrouvée dans le Soleil. Autour du disque, les vestiges du nuage initial sont encore là. Nous appelons ces vestiges le nuage d'Oort, et ce nuage contient surtout de la poussière et du gaz d'hydrogène. À l'intérieur du nuage d'Oort se trouve la ceinture de Kuiper. Il est situé entre 4500 et 7500 millions de kilomètres du Soleil. Cette ceinture forme le grand sillon externe du disque de notre système solaire. Cette zone, c'est le territoire des comètes et des météorites, dont certaines aux orbites elliptiques viennent parfois dangereusement proches de nous. Nous avons récemment exclu Pluton du club des planètes à cause de sa distance du Soleil, mais aussi parce que nous commençons à trouver des objets de la même taille et même des plus gros situés dans la ceinture de Kuiper. Donc, par définition, si nous incluons Pluton dans la liste des planètes, nous devrions en inclure quelques autres de taille similaire et la liste risquerait fort de s'allonger au cours des prochaines années. Donc, autant les classer parmi les météorites. Les planètes se forment naturellement à partir de la matière qui tournoie autour du centre. Et selon nos observations, elles se seraient formées en même temps que le Soleil. En tournant, la matière en orbite finit par former des petits objets qui récoltent progressivement d'autres objets. Au début de leur formation, il devait y en avoir des centaines se faisant compétition pour dominer leurs orbites. En entrant en collision, certains se sont combinés en devenant de plus en plus massifs, augmentant ainsi leur champ de gravité. Ces protoplanètes ont fait le ménage de leurs orbites en accumulant tous les petits débris sur leur passage. Selon les estimés, il faudrait environ 10 000 ans pour que des débris forment une masse planétaire. C'est un délai très court si on le compare avec leur longévité. Et pendant cette période de formation, Jupiter est devenu si massif qu'il aurait été un petit compétiteur du Soleil. Après environ 200 millions d'années, les planètes que nous connaissons se sont formées et dominent enfin leur orbite respective. Puisque notre système solaire contient des éléments lourds et que presque toute la matière est allée dans le Soleil, alors notre Soleil contient aussi des éléments lourds. Environ 92,1% du Soleil est composé d'hydrogène et 7,8% est composé d'hélium. Les 65 autres éléments que nous retrouvons consistent moins de 0,1% de la masse du Soleil. À l'heure actuelle, notre Soleil brûle son hydrogène à un rythme de 600 millions de tonnes par seconde depuis 4,5 milliards d'années. Et il continuera ainsi pendant un peu plus de 7 milliards d'années avant de devenir une géante rouge qui englobera Mercure, Vénus et la Terre. Dans l'ordre à partir du Soleil, il y a les 4 planètes rocheuses, donc Mercure, Vénus, la Terre et la planète Mars. Ensuite viennent les géantes gazeuses, Jupiter et Saturne. Avec sa masse colossale,
Jupiter représente environ 99% du momentum angulaire du système solaire. Donc, si la planète Jupiter arrêtait subitement de tourner, elle aurait pour effet de freiner la rotation de toutes les autres planètes. À la fin se trouvent les planètes joviennes, Uranus et Neptune. Pluton, autrefois considéré comme notre 9e planète, est désormais rayé de la liste. Entre Jupiter et Mars se trouve une ceinture d'astéroïdes, qui sont possiblement les vestiges d'une collision entre deux petites planètes. Aujourd'hui, ces débris sont incapables de s'agglutiner une fois de plus en petites planètes à cause du champ gravitationnel de Jupiter. Alors, puisque Jupiter est notre plus grosse planète, il serait naïf de croire que Jupiter ne contient pas une plus grande quantité d'éléments lourds que la Terre. Certains scénarios placent même notre planète géante plus près de notre Soleil lors de la formation du système solaire, et la font dévier ensuite vers sa position actuelle par le champ gravitationnel de Saturne. La présence et la diversité de nos planètes nous poussent à croire qu'il doit exister presque autant de systèmes planétaires qu'il y a d'étoiles dans le ciel. Nous commençons à peine à détecter des planètes ailleurs que dans notre propre système solaire. Mais puisque leur masse est pratiquement insignifiante et qu'elles n'émettent pas de lumière, c'est-à-dire qu'elles ne sont pas assez massives pour engendrer des réactions nucléaires, elles sont très difficiles à détecter. Pour le moment, nous devons nous contenter de déceler des planètes dont la masse est équivalente à celle de Jupiter et dont l'orbite est suffisamment proche de leur étoile pour causer un léger déplacement de l'étoile pendant l'orbite de la planète. Notons toutefois que s'il y a des vieilles étoiles observables dont l'âge est proche de 13 milliards d'années, à cette époque très lointaine, il n'y avait pratiquement que de l'hydrogène dans l'espace. Or, la vie a besoin d'éléments lourds. Il aura fallu quelques générations d'étoiles supermassives pour fabriquer les éléments lourds, pour ensuite les relâcher dans l'espace, et ensuite attendre qu'une nouvelle étoile se forme à partir de cette matière pour former une planète comme la Terre. Alors, même si une étoile comme notre Soleil peut produire du carbone et même en relâcher un peu dans l'espace à la fin de sa très très longue évolution, il faut une étoile supermassive pour fabriquer l'oxygène, le silicium, le magnésium et le fer, qui sont les éléments les plus abondants retrouvés sur la Terre. Alors parlons un instant de la Terre et de la Lune. Au début de sa formation, la Terre était une boule de magma, c'est-à-dire une boule de roche liquide. Les collisions fréquentes avec les débris et avec les autres petites planètes ont engendré beaucoup de chaleur, c'est-à-dire assez pour que le fer, le magnésium et le silicium soient à l'état liquide. Aujourd'hui, la Terre n'a pas encore fini de se refroidir. La composition de la Lune est étrangement identique à celle de la surface de la Terre, ce qui nous porte à croire, très fortement, qu'au moment où la Terre s'est formée, notre planète serait entrée en collision avec un autre astre de la taille de la planète Mars. Et parmi les débris projetés par l'impact de la collision, une partie s'est retrouvée en orbite autour de la Terre. Par la suite, en quelques millénaires selon nos estimés, ces débris se seraient accumulés ensemble pour donner la Lune. La Lune est ronde, mais ce n'est pas le cas de tous les satellites des autres planètes. En général, il faut une certaine quantité de matière, disons un diamètre d'environ 2000 km, pour que la gravité impose une forme sphérique. Ajoutons aussi qu'un objet en orbite, par définition, est constamment en train de tomber. L'orbite n'est jamais parfaite parce que les objets continuent à absorber un peu de matière et le champ gravitationnel augmente peu à peu avec le temps. La force de gravité et la force centrifuge ne pourraient être maintenues en équilibre que pendant un certain temps. Dans le cas de la Lune, elle tourne légèrement trop vite et elle s'éloigne de nous à un rythme d'environ 3,5 cm par année. Et heureusement, sinon elle finirait par nous tomber dessus. Éventuellement, la Lune nous quittera et partira à la dérive. Pour ce qui est de la face cachée de la Lune, il s'agit simplement du fait que la Lune tourne sur elle-même au même rythme qu'elle tourne autour de la Terre. Après la formation du Soleil et des planètes, et de la plupart de leurs satellites naturels, la boule de magma qu'était la Terre a pu se refroidir doucement, même malgré l'abondance des météorites qui viennent encore la percuter. En résumé, la mort d'une étoile supermassive serait à l'origine de la présence des éléments lourds retrouvés sur la Terre, et nous avons de nombreuses observations venant appuyer ce scénario. Avec un peu de recul, la quantité incroyable d'étoiles, ne serait-ce qu'à l'intérieur de notre propre galaxie, laisse croire qu'il existe des centaines de milliards de systèmes planétaires autour de nous. De leur côté, les vestiges des hypercompressions, les trous noirs,
pourrait nous permettre d'expliquer, du moins en partie, les forces colossales à l'œuvre pour maintenir notre galaxie ensemble. Cependant, envisager que nous tournoyons lentement vers un trou noir capable d'avaler une galaxie tout entière reste un scénario peu rassurant pour notre avenir. Puisque, dans un univers où tout s'attire, nous devons être soit en expansion, soit en train de nous contracter, nos observations actuelles nous permettent de faire commencer notre récit au Big Bang. Par la suite, nos lois de la physique, même imparfaites, suffisent à expliquer comment l'énergie et la matière en sont arrivés à comprimer notre partie de nuage en formant notre Soleil et ses 8 planètes sans recours à une intervention divine. Notre récit doit donc une fois de plus restreindre sa portée en laissant tomber à leur tour les astres de notre système solaire pour se concentrer sur les événements de la Terre.